Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'heure du bilan pour cette saison 2024 de Formule 1, où on aura eu une saison très particulière, on va se le dire. Cela partait excessivement mal, quand je dis mal, mais très mal. Après une saison 2023 remportée à 90%, j'ai envie de dire, par Verstappen, avec un quasi-record de victoires à la suite, une domination sans partage. On se disait que 2024 pouvait pas être pire, et pourtant, c'est ce qui allait se passer au tout début. On avait du coup Verstappen qui dominait outrageusement le début de saison, jusqu'à on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est les errements techniques au niveau des mises à jour sur la Red Bull, les améliorations, qui ont perdu le pilote et à la fois Perez, ou est-ce que c'est vraiment la hiérarchie qui d'un seul coup s'est réveillée? On va donc voir un petit peu équipe par équipe. Et ben écoutez, cette saison 2024 comme on avait fait pour les années 19 et 20. 2000 je précise, hein, parce que la saison Formule 1 1919, je la connais pas, désolé. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par Red Bull, justement. Non, nous allons pas commencer par Red Bull. Nous allons commencer par l'équipe dans le classement final constructeur. Nous allons commencer par McLaren. McLaren qui termine avec 666 points. Petite anecdote, voilà. Le début de saison de McLaren est assez mort de lent, on va dire que la voiture marche pas mal. On est un petit peu dans le rythme de fin 2023 où la McLaren commence à se réveiller après avoir une énorme amélioration en cours de saison, à partir de l'Espagne 2023. Et on se dit que McLaren, là, il est un peu retombé de son piédestal et que Red Bull redomine d'un coup. Et du coup, McLaren va pas lâcher l'affaire et va réussir à reprendre de la performance, surtout à partir de Miami, qui a été un déclic énorme pour l'équipe McLaren suite à effectivement cette erreur de safety car qui a permis en fait de donner plus ou moins la victoire à Norris, hein, puisque Verstappen avait perdu énormément de temps et n'avait pas pu le redépasser, alors que Verstappen dominait aussi cette course, donnant ainsi lieu à la première victoire de Norris cette saison, qui ne sera pas la seule évidemment. C'est une saison très particulière pour plein de choses, on fera le bilan sur la fin. Et du coup, à partir de là, les McLaren vont commencer à vraiment commencer à pousser fort, et ça va vraiment commencer à partir des mini-Roman, donc Imola, où on a vu Norris remonter comme une bombe sur Verstappen sur la fin de course, alors qu'on s'attendait encore à une victoire de Verstappen de manière assez simple. Et ben non. Il va échouer à pas grand chose, mais on sent que la McLaren, en plus d'avoir du rythme, tient énormément bien ses gommes. Et ça va être un facteur déterminant cette saison, parce que comme vous le savez à chaque fois, les gommes, si vous ne savez pas les maintenir, vous êtes mort. Vous êtes complètement mort. Ça a été la grande force, par exemple, des Mercedes en 2022. Ils l'ont perdu au fur et à mesure. C'était la force cette année de Ferrari aussi, au niveau des gommes, certaines gommes qui tenaient mieux que les autres. Et là, la McLaren a l'avantage d'aussi bien tenir ses gommes, donc ça c'était pas mal. Du coup, en plus d'avoir Norris qui commence à aller à son prime, on a aussi Piastri qui se réveille derrière. Dans la foulée, Piastri, qui avait fini hors du podium quasiment tout le temps à partir de ce moment-là, va monter sur le podium à partir de Monaco. Et à partir de Monaco, justement, les deux pilotes vont être dans une spirale ascendante qui va permettre à McLaren de maintenir un niveau de forme, surtout au milieu de l'été, assez impressionnant, et du coup rattraper Red Bull. Et du coup, la saison de McLaren, ce que je trouve vraiment bien, c'est que même s'ils n'ont pas optimisé des fois certains points, au niveau surtout de Norris, puisqu'ils ont laissé Piastri remporter sa première course, par exemple en Hongrie, alors que tout aurait laissé porter à croire que Norris aurait laissé passer Norris pour le championnat pilote. McLaren en a eu rien à faire à ce niveau-là, et se sont dit que pour 2025, si on veut deux pilotes qui soient au taquet, il faut pas démolir Piastri dès le début, il faut leur laisser la chance aux deux. Alors peut-être que
S'ils avaient fait ça, potentiellement, ils auraient pu remporter le championnat pilote, mais quand on voit la victoire sous la pluie de Verstappen, la victoire aussi au Qatar, on se dit que ça aurait été quand même compliqué dans tous les cas, et c'est pas les 7 pauvres petits points qui auraient changé grand chose. En tout cas, McLaren s'est enfin réveillé après, mon Dieu, comment dire, depuis 1998. J'avais 40 ans à l'époque, je m'en souviens. Non mais, vraiment, ça fait plaisir. Enfin, McLaren remporte ce titre constructeur, et c'est vraiment mérité. Ça s'est pas joué à grand chose, mine de rien, parce que Ferrari est bien remonté. Mais Zak Brown, mine de rien, on l'a critiqué au début, il a repris l'équipe, il a bien remonté toute l'équipe. On rappelle une équipe quand même qui, en partir de 2019-2020, est quasiment au bord du trou. Mais vraiment, les années Honda avaient démoli McLaren. Les années Turbo ont démoli McLaren aussi, et pourtant ils avaient le moteur Mercedes. Et au fur et à mesure, donc ils sont passés chez Honda, ils sont passés chez Renault, puis on revient chez Mercedes. Et depuis 2 ans, même 3 ans, et ben ça redécolle pour enfin tenir le titre constructeur, et surtout que pendant toute la saison, ils ont été plutôt très réguliers. On l'a vu, pas d'abandon, à part évidemment les 7 tours de Norris, je crois, en Autriche. C'est une régularité exemplaire sur une saison, et c'est ça qui fait que McLaren gagne le championnat. Ce n'est même pas parce qu'ils avaient la meilleure voiture, alors ils l'ont eu à un moment, ils l'ont pas eu tout le temps. C'est ça qui est vraiment exceptionnel avec cette saison, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui a dominé toute la saison. Aucune. Si on doit faire un plan, pour le découper presque en 4. On a Red Bull qui domine le tout début de saison. On a McLaren qui domine la deuxième partie. On a Mercedes qui se réveille pendant une petite période de 3-4 courses. Ensuite, on a le retour de McLaren et le retour de Red Bull et Ferrari. Enfin, on a le retour de Ferrari, pardon, et de Red Bull. On a à peu près 4 équipes qui ont dominé un tout petit peu à un moment ou à un autre. Et ça, franchement, c'est exceptionnel. Je vous laisse vous rendre compte quand même, il faut revenir à je ne sais pas quelle année pour avoir 4 équipes qui peuvent remporter des victoires quasi à la régulière. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, c'est peut-être 2012. Je suis en train de compter. Ouais non, Williams c'était une anomalie, il était pas en position de gagner. Donc c'est vraiment une année exceptionnelle. Enfin, on partait vraiment pessimiste. Enfin, même moi, le premier, début de saison, je me suis dit, non mais c'est bon, on a compris. Limite, je pronostique Verstappen toutes les courses, c'est bon, je suis multimillionnaire à la fin, quoi. Même si tu fais du 1,20 en cote. Elle a pas du tout. Donc McLaren a réussi ça, et franchement, bravo à eux. J'espère que ça va durer, parce que McLaren au fond du trou, c'était pas vraiment un truc qu'on voulait voir. C'est la même chose pour Williams d'ailleurs, on en parlera à la fin. Voilà, donc bravo à eux. Super championnat, paire de pilotes pas parfaite. Honnêtement, pas parfaite, parce que, bon, Piastri, il peut encore progresser, je pense. Norris, il faut qu'il progresse encore un petit peu, parce que s'il y a bien quelque chose sur laquelle Norris, pour moi, fait encore trop d'erreurs, ou n'est pas assez bon, c'est sous la pluie. On a vu l'accident à Spa en 2021, l'accident quand il était en deuxième place en Grand Prix de Russie, je crois, de la même année. On a le Sao Paulo où certes il double, mais il n'est pas forcément dans une situation où il est très très rapide comparé à Verstappen. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sous la pluie avec Norris, et c'est là où Verstappen va lui rouler dessus, même Hamilton. C'est-à-dire que ils sont beaucoup plus complets que Norris. Mais Norris peut progresser, donc on va lui laisser la chance quand même de se dire qu'il peut être aussi bon qu'eux. En tout cas, Norris, vice-champion du monde, Piastri 4ème, qui se fait passer par Leclerc, mais il était déjà devant depuis quelques temps, mais Piastri, à voir l'année prochaine. Je pense que maintenant qu'il va y avoir peut-être un titre en jeu entre les deux pilotes, parce qu'ils sont une des meilleures voitures de la saison, on verra en 2025, ça peut être incroyable. Voilà pour du coup McLaren. On va passer maintenant chez Red Bull. Alors Red Bull, autant je pourrais vous parler de Verstappen en disant il a fait ce qu'il a pu du début jusqu'à la fin avec sa voiture, parce que finalement, il a dominé quand elle dominait, il a, on va dire, compensé le fait que la voiture ne marchait pas en terminant souvent au moins deuxième. Il y a quand même une deuxième place en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas, à Singapour, aux USA. 2 victoires quand même derrière Sao Paulo sur la pluie magistrale, au Qatar n'en parlons pas. C'est quand même... On peut ne pas aimer Verstappen. Moi, promis, je ne suis pas son principal fan, voire loin de là.
Mais quand même, il faut dire que quand il s'agit de conduire, quand il s'agit d'être performant, il n'y a rien à faire. Verstappen, il va sublimer la bagnole dans laquelle il roule, enfin la monoplace dans laquelle il roule. On pourra pas lui enlever ça, et jamais on pourra lui enlever ça. Par contre, c'est vrai que c'est une tête de mule, c'est vrai que, politiquement parlant, c'est un gros... Voilà, décidément, tel père, tel fils, j'ai envie de te dire. Je te tutoie, hein. Je vous tutoie. Mais, sur le plan le plus important, il est présent. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors certes, il a fait quelques bêtises sur la fin, ce que je supporterai jamais avec ce pilote. Et d'ailleurs, les règles de F1 vont changer à ce niveau-là, et ça va pas être cool, je pense. C'est le fait que quand il est en bataille avec quelqu'un, on sait tous ce qu'il va faire à chaque fois. Si le mec passe à l'extérieur, eh ben il va s'élargir pour l'empêcher de passer. S'il est à l'intérieur, il va pour dépasser. Il va faire en sorte de rater légèrement son freinage pour forcer le mec à sortir des deux côtés. Donc du coup, il est toujours gagnant en fait. Il a trouvé le technique, le cheat code en F1 pour jamais perdre. Quasiment jamais perdre. Et du coup, il en use et en abuse, et bah c'est pas cool. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur Verstappen. On passe du coup à Perez. Perez, il est où? Je le vois même pas dans le classement, pour vous dire. Bah Perez, je vais pas être original honnêtement, mais Perez, au secours quoi, s'il vous plaît, enfin je sais pas, faites quelque chose. Perez, en début de saison, il fait ce qu'on lui demande. Comme l'année dernière, pas comme en 2023, même comme en 2022. C'est-à-dire à peu près, je termine deuxième quand je suis pas premier, parce que premier c'est Verstappen, et au mieux je termine sur le podium. Bah Perez, il va réussir à faire ça quand même jusqu'à Miami. Hein. Il va réussir à faire ça pendant 6 courses. Et étrangement, d'un coup, la Red Bull ne marche plus. Par contre, je serais incapable de savoir pourquoi d'un coup la Red Bull a arrêté de fonctionner. Parce que ça, il faudra m'expliquer aussi. Comment ça se fait que d'un coup, tu mets, certes que Verstappen, 15, 20, 30 secondes d'avance par course. Bon, j'exagère un peu, mais des fois c'était à ce niveau-là. Et d'un seul coup, tu te retrouves déjà rattrapé, tu n'arrives même plus à faire de pole position, en l'espace de 2 grands prix. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été changé en amont, refusé à Red Bull? Je sais pas, par exemple un aileron pliable, une technologie qu'ils utilisaient avant qui n'ont plus le droit. C'est quand même ultra étonnant, honnêtement. Parce que ce n'est pas qu'une seule équipe qui est montée, qui est passée devant eux, c'est pas que par exemple McLaren, parce que aussi McLaren aussi, avec leur DRS un peu particulier, leur flap à l'arrière, qui a été rendu illégal sur la fin. Ok, imaginons que ce soit à cause de ça, ils aient fait un step en avant, ils repassent devant Red Bull. Mais il n'y a pas que, Ferrari remontait aussi, et Mercedes aussi. Donc c'est assez étonnant. Et Perez, du coup, bah, il s'effondre avec. Il s'effondre avec Verstappen, mais d'une manière, mais totalement, enfin c'est incroyable, mais je suis désolé. Perez, il doit terminer au minimum tout le temps déjà dans le top 10. C'est le minimum syndical, le top 10, même quand la Red Bull est en difficulté. On va dire, de 50% d'objectifs, il est au moins dans le top 6. Et après, bon, ok, pourquoi pas. Il n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais regardez, à partir de Miami, Perez, il gagne, je ne veux pas compter, mais à tout péter, il gagne 30 points. 30 points entre Miami, enfin entre le Imola et l'Abu Dhabi. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Gasly s'est fait sortir pour ça, Albon s'est fait sortir pour ça. Je pense que Ricciardo, il serait revenu, serait quand même refait sortir pour ça. J'ai adoré Perez dans cette période avant Red Bull. Vraiment, je vous le dis, c'est un pilote que j'ai adoré. Ça me fait trop mal de dire que Perez est une merde, honnêtement. Mais là, quand même, faut arrêter. Oui, il amène de l'argent. Oui, il y a tout le Mexique qui est derrière. Oui, il y a tous les sponsors, etc. Oui, il y a le marché d'Amérique du Sud. Mais au bout d'un moment, tout ce qu'il gagne dans le marché d'Amérique du Sud, est-ce que vraiment ça rattrape tout ce qui fait perdre à l'équipe? Je suis pas certain, honnêtement. Au bout d'un moment, je ne suis pas certain. Il y a trop un gouffre entre les deux pour que ça rapporte quelque chose à la fin. Je comprends pas. Alors peut-être que l'année prochaine il y aura Liam Lawson, on en parlera aussi dans cette vidéo, mais s'il vous plaît, laissez tomber Perez. Au bout d'un moment, il a eu sa chance, il est dans une grande équipe, il a fait illusion quelques fois, des fois il a été très bon, oui, mais là c'est fini. On peut pas excuser ce genre de choses maintenant. Red Bull, vous mettez quelqu'un d'autre à la place de Perez, vous mettez, je sais pas, n'importe qui, on va dire même niveau Sainz, Russell, Gasly, Hülkenberg, même Tsunoda, ça se trouve. Et peut-être que Red Bull est championne du monde. Peut-être que Red Bull est championne du monde. À la fin du championnat, on se retrouve, il y a 77 points de retard à peu près, si je vois le calcul au pif. 77 points. 77 points, c'est rien. Il suffisait que Perez
Pérez termine ne serait-ce que dans le top 6 quasiment tout le temps, même 6ème, hein, tout le temps, ils avaient les 77 points. Donc c'est... Bref, vous avez compris, Pérez, je ne veux plus en entendre parler, comme beaucoup de gens, j'espère qu'il sera remplacé dès l'année prochaine, s'il vous plaît, sortez-vous les 1, et prenez quelqu'un d'autre, voilà. On passe du coup, ça a été très très long pour Red Bull, je suis désolé, on va passer du coup à l'équipe qui finit deuxième au championnat, c'est Ferrari. Et Ferrari, qui a été plutôt pas mal. Je pense que la patte de Vasseur se fait de plus en plus ressentir, honnêtement. Ils font moins de bêtises. Les pilotes en font encore un petit peu, mais ça reste quand même moins qu'avant. On sent que les pilotes sont plus en confiance avec leur monoplace par rapport à l'année dernière où elle avait l'air assez compliquée, assez difficile. On a une belle lutte entre Leclerc et Sainz, et honnêtement, je pensais que Sainz allait prendre le dessus en début de saison. Ça n'a pas été le cas parce que Leclerc a été meilleur sur l'ensemble. Mais Sainz était très fort quand même. Enfin, je pense que les deux méritaient autant l'un que l'autre de finir devant. Alors il y a quand même un petit gouffre, hein, il y a quand même 60 points d'écart. Pardon, 66 points d'écart. C'est beaucoup à la fois, mais je pense que les deux n'ont pas démérité. Alors Sainz, dès le début de saison, on lui dit mec, t'as Hamilton qui arrive, va falloir partir, hein, désolé, on t'aime bien, mais bon, c'est quand même Leclerc qu'on va garder. Pourquoi Leclerc? Enfin, au bout d'un moment, j'aime bien Leclerc, hein, j'ai rien contre lui spécialement. Mais est-ce que vous avez trouvé que Leclerc en 2023 était particulièrement meilleur que Sainz? Je trouve pas. Il était certes bon, mais pas à un niveau stratosphérique non plus. Comme je vous dis, les deux se tiennent quand même pas mal. Il y a des fois Sainz rentre en dessous, des fois c'est un peu Leclerc, mais il n'y a pas un gap de fou. On n'est pas entre Red Bull, Verstappen, Perez. Donc du coup, Sainz, quitte à Osef, hein, on va continuer, on va faire une bonne saison, et c'est ce qu'il a fait. Sainz fait une saison plutôt correcte. Alors certes, des fois, il est un petit peu plus loin, mais bonne saison de Sainz. Du coup, ça aide aussi Ferrari, puisqu'au championnat constructeur, ils finissent deuxième. C'est un bon résultat, Ferrari. Franchement, 652 points sans être champion constructeur, c'est quand même pas mal. Enfin, honnêtement, c'est quand même pas mal. Je vais juste comparer les deuxièmes au championnat depuis 2020. 319 points en 2020, 585 en 2021, qui était pourtant une année très disputée, 554 en 2022, 409 en 2023, 652 en 2024, et t'es pas champion, t'es pas championne. En 2023, tu serais pas championne, certes. Mais par exemple, en 2021, tu serais championne du monde. En 2020, tu serais championne du monde. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu être le titre de Ferrari cette année, ça s'est pas joué à grand chose. Mais en tout cas, voilà, bonne régularité chez Ferrari. Je pense que la Ferrari, elle a aussi un petit avantage par rapport aux autres, c'est qu'elle gère bien ses gommes, surtout les gommes dures. Elle a l'air d'être un peu plus performante à chaque fois en gommes dures. Par contre, peut-être la chauffe des gommes un petit peu compliquée au début, mais sur un relais, c'est parfait. L'année prochaine, on a Hamilton. Hamilton, je pense qu'il va falloir qu'il s'adapte à la voiture. J'en profite pour faire un petit peu l'année 2025 au passage. Mais je pense qu'il va falloir qu'il s'adapte. Leclerc est quand même un peu devant à ce niveau-là, donc je pense que Leclerc sera devant en 2025. J'espère juste pour eux que Hamilton sera reboosté complètement. On sent que physiquement il commence à avoir du mal, on l'a vu encore à Abu Dhabi. Il est souvent essoufflé à la fin d'un Grand Prix, on sent qu'il donne, on sent que l'âge commence à peser, mais paradoxalement, Alonso a l'air moins fatigué. Donc je sais pas à quoi c'est dû, si c'est vraiment parce que... je sais pas, aucune idée, peut-être que la Mercedes est tellement difficile à conduire que... voilà, c'est peut-être un surhomme et Russell aussi. Bref, donc on verra. Mais je pense que Ferrari, là, est en train vraiment de redevenir l'équipe qu'elle aurait dû être pendant des années. Et je pense qu'à la fin, ils vont gagner. L'année prochaine, je pense que je miserai presque une pièce sur eux pour 2025. Donc Ferrari, voilà. Bonne équipe en devenir, une bonne saison 2024. Pas champion à la fin, mais belle saison quand même. On passe maintenant donc à Red Bull, mais Red Bull j'en ai parlé déjà, donc on va sauter. La 4ème position, c'est pour Mercedes. Alors Mercedes, c'est incompréhensible. Enfin, Mercedes, honnêtement, même eux ne comprennent pas. Donc, si à partir de vous, les ingénieurs ne comprennent pas chez Mercedes, je sais pas ce que je vais pouvoir vous rajouter, en fait, là-dessus. Le mec qui est bac plus 1000, il comprend pas. Je suis désolé, je vais rien t'apprendre, hein. Donc bon, quoi qu'il en soit. Quand il y a eu la présentation de la monoplace en début 2024, je me suis dit, tiens, il y a eu ils ont fait quelques trucs en plus au niveau de l'aileron avant, ils ont fini le concept des aéropods, ça y est, on va retrouver Mercedes. Le problème, c'est que Mercedes a perdu 2 ans. Donc, revenir sur un concept classique,
ok, pourquoi pas, mais ils ont du retard. Ça n'a pas manqué le début de saison. Les Mercedes sont pas mal, mais elles sont pas folles. Voilà. Et surtout, ils comprennent pas. En essai libre 1, ça marche. En essai libre 2, ouais, trop bien. Essai libre 3, plus rien. Ou alors, essai libre 1, essai libre 2, comprend rien. Essai libre 3, pouf, ça marche. Enfin, essai libre 3, qualification, ça marche. Course, ça marche plus. C'est limite la température, quoi. Tu rajoutais 1 degré de température sur la voiture, on sait pas pourquoi. Tu rajoutais... Enfin, ils comprenaient pas leur réglage, et je pense qu'ils l'ont toujours pas compris, honnêtement, parce que le yo-yo a continué de début de saison jusqu'à la fin de saison. Alors, il y a eu une petite éclaircie pendant l'été, avec la victoire de Russell, les 2 victoires de Russell, mais bon, une où il s'est finalement fait disqualifier. Donc du coup 2 victoires pour Hamilton, mais en soi il y aurait eu 2 pour Russell. Mais Russell se rattrape à Vegas. Donc c'est quand même pas mal. On a quand même 2 pilotes qui gagnent donc 2 fois, ou peut-être 3 pour 1. C'est quand même aussi mieux que l'année dernière. Mercedes en sort beaucoup mieux, on sent que l'équipe remonte. Elle a eu son moment où elle a été quasiment... Peut-être la voiture à battre, c'était très court, mais elle l'a eu. Et le problème, je pense, ça s'est surtout joué sur les gommes déjà. La voiture a du mal à gérer les gommes, donc ça aide pas, et les réglages. Voilà, ce qui fait qu'elle pouvait pas tenir sur le championnat contre des équipes comme McLaren, Ferrari ou Red Bull qui... Bon, Red Bull c'est plutôt 15 pilotes sur 2, mais qui étaient très régulières, on va dire, sur l'année, même malgré leurs soucis, malgré leur yo-yo. Leur yo-yo était pas aussi important que celui de Ferrari. Donc, que celui de Ferrari, que celui de Mercedes, pardon. Donc du coup, Mercedes finit 4ème avec 468 points. C'est pas mal, hein, 468 points. Alors désolé, j'ai encore fait une petite comparaison parce que je ne connais pas tout par cœur. C'est quand même plus que 2023. C'est quand même... non, c'est un peu moins que 2022 par contre, légèrement moins. Mais en revanche, c'est la 4ème place au constructeur. C'est sous ça le problème. Ils sont même pas dans le top 3. Parce que Hamilton, mine de rien, s'est un petit peu effondré, on sent qu'il était lassé, il voulait changer d'équipe, il va chez Ferrari, ça a dû un peu le démotiver aussi, et Russell, de son côté, aussi a encore augmenté en niveau. On n'en parle pas trop de Russell, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas spécialement le personnage, mais ça n'empêche pas que Russell a encore step up cette année. Pas tout le temps dans les bons coups, certes, ces échanges radio, moi je l'apprécie pas non plus, comme quand Verstappen dit que c'est un faux cul. Je l'ai senti venir, hein, quand on était au Qatar, et qu'il disait rien en interview par Verstappen, et je me suis dit, c'est marrant, il dit rien. Soit il sort dans sa tête qu'il va se faire pénaliser, du coup il dit juste rien, parce qu'il sait que la FIA va l'avoir. Mais il y avait un côté, je comprends ce côté faux cul qui était pas cool, de Russell. Donc Russell, il va être, alors c'est sûr, numéro 1 en 2025, il y aura Kimi Antonelli, je sais même pas ce que ça va donner, honnêtement. Ça sent le pétard mouillé pour moi, mais je veux quand même donner sa chance. Il y a eu beaucoup de mecs en F2. On s'est dit, bof, finalement, ils se sont pas trop mal. Donc bon, pourquoi pas. Mais j'ai peur que ce soit le mec grillé dès le début, parce qu'il y a trop de pression derrière, un peu comme Colapinto. Donc, on verra pour Mercedes. Mais je pense que l'année prochaine, s'ils ont corrigé, enfin compris la monoplace, pareil, équipe à battre. Avec Ferrari, hein, les deux. On passe maintenant à Aston Martin. Alors Aston Martin... S'il y a bien un mec qui fait toujours des mauvais choix dans sa vie, c'est bien Alonso. Parce que peu importe l'équipe qui va rejoindre, ça marche pas. Alors si, ça va marcher 2 secondes, ça va marcher une demi-saison, et puis ça va s'effondrer, et puis après on les voit plus. Aston Martin, c'est ce qui s'est passé cette année, mais pire que l'année dernière. Autant en 2022, l'Aston Martin est bien né, ça se passe bien. Du coup, Alonso, en 2022, il fait une saison de... Alors pardon, pas en 2022, je dis n'importe quoi. En 2023, il fait une saison très très bien dès le début de saison, avec podium. Je crois qu'il a enchaîné 4-5. Ouais, Alonso, il fait 7 podiums en 9 courses en 2023. 7 podiums en 9 courses. La régularité, elle est folle. Elle est folle. Alors certes, il finit la saison qu'avec 280 points. Mais 2024, ça part pas du tout pareil. On sent qu'Aston Martin n'a pas compris comment encore améliorer sa monoplace. Et pour le coup, navigue dans le top 10. Oui, mais à des années-lumière des 4 équipes devant elle. Finalement, Aston Martin, il va manquer que 94 points en 2024. C'est 3 fois moins. C'est 2 fois moins que l'année dernière. Et Stroll, de son côté, mais...
Autant je parle de Pérez, mais Stroll c'est pareil. Alors Stroll on sait très bien qu'il est encore plus poussé parce que c'est papa, entre parenthèses, qui gère tout, donc sans lui l'équipe n'existe même pas. Mais ça n'empêche pas que son pilote il est bien gentil, mais au bout d'un moment, je sais que c'est pas forcément lui qui a voulu être en F1, enfin il a été poussé pour être en F1, mais si tu respectes un peu ton... je sais plus si c'est son gamin, je suis même pas sûr. Je crois que c'est même son neveu, j'en sais rien du tout. Bon bref, imaginons que ce soit avec son gamin, parce que j'ai peur d'une connerie. Bah au bout d'un moment tu dis non mec c'est bon. Je vais pas t'humilier plus, essayer de faire autre chose, mets-toi dans l'endurance, j'en sais rien, mais arrête quoi. Stroll, il marque 24 points. Tsunoda marque plus de points. Hülkenberg marque plus de points. Gasly marque plus de points alors que son Alpine elle marche pas pendant 3 quarts de la saison. Albon est à 12, Magnussen 16, Ocon 23. Ocon, on va même comparer encore plus, Ocon est à 23. Alors oui d'accord, il finit deuxième à Sao Paulo, t'enlèves ça, Ocon il a 5 points. Mais Stroll, c'est une blague, enfin je veux dire, bon, on l'a vu encore à Sao Paulo, le mec qui ressort dans le gravier, il se tanque. Au secours. Mais tant pis pour eux, j'ai envie de dire tant pis pour eux, Aston Martin. Vous avez un pilote sur deux, c'est comme Red Bull, tant pis, perdez des titres, perdez des places au championnat, mais faites-vous plaisir les mecs. Au moins Alonso il est tranquille, il sait que lui il a pas de problème, ça sent... Parce que franchement, ce qui est un truc qui est bien, c'est pour Alonso, c'est qu'il a pas de problème de coéquipier. Hein. Alors là, aucun. Alors, les Hamilton ils sont pas là, les autres qui faisaient ils sont pas là, alors là aucun problème. Van Dorn, inexistant. Là on a Stroll, inexistant. En 2021, comme par hasard, 2022, il y avait Ocon. Bizarrement, c'était un peu plus compliqué. Donc bon, Alonso, lui, il a pas besoin de ça, de toute façon, il est suffisamment bon, il a besoin de personne. Par contre, ce qui est en train de se passer, on l'a vu, c'est qu'il perd patience, le Alonso, hein, chez Aston Martin. Comme toutes les équipes dans lesquelles ça avance pas. Ils l'ont dit, ils ont pas de vitesse de pointe. Pas de vitesse de pointe. Et on l'a vu encore à Abu Dhabi, on l'a vu n'importe où. Qatar, ils ont pas de vitesse, ils ont pas de VMAX. Mais encore, ils n'auraient pas de VMAX façon Red Bull dans les années 2010, où ils ont tout mis sur l'aileron, et ce qui fait qu'en gros, dans les virages, ils sont plus rapides que les autres. 75% du tracé sont plus rapides, les 15% ils les perdent dans les droites, mais ça change rien, ils sont meilleurs. Là, même pas, même pas, même sur les circuits sinueux, ils y arrivent pas. Donc au bout d'un moment, Aston Martin, je sais pas ce qu'ils ont fait cette année, peut-être qu'ils sont tout mis sur 2025, mais c'est totalement bête, on va en parler à la fin. Mais 2025-2026, 2025 c'est l'année charnière. Tu vas pas tout mettre sur une année, sachant qu'on va tout reprendre à zéro en 2026. C'est pas possible. Donc soit tu tentes le pari, effectivement, de faire ça, tu es mieux, tu gagnes plus d'argent pour 2026, mais tu prends du retard. Donc je ne sais pas ce que va choisir Aston Martin. Pour moi, je pense qu'ils ont déjà changé depuis une de saison. Ils sont pas sur 2024, ils ont laissé tomber. Ils sont sur les années suivantes. Donc, si c'est dans ce point de vue-là, je leur accorde le fait que, pourquoi pas. On laisse tomber 2024, tant pis. Allez, on va tout miser sur les années suivantes. On verra ce que ça donne. Des fois, ça n'a pas marché. Hein. On a vu BMW en 2008. Ils ont lâché le titre de Kubica, enfin potentiellement titrable Kubica. 2009, ça a été une catastrophe. Pourtant, ils avaient de l'avance par rapport au temps de conception sur beaucoup d'autres constructeurs. Donc Aston Martin, saison décevante, totalement décevante. Ils étaient pas là. Alonso a fait ce qu'il a pu. Je crois qu'il n'y a même pas un seul podium. Aucun podium d'Aston Martin cette saison, ouais. Aucun podium. On passe à Alpine. Miraculeusement 6ème, mais vraiment le miracle là. Alpine, la valse des dirigeants, 0 points en 5 courses. Une voiture trop lourde. Ils sont même obligés de gratter sur la peinture, j'ai envie de dire. Enfin, c'est comme Williams à une période. C'est un scandale. Enfin, Alpine, ils vont perdre leur moteur. Donc, en plus, le moteur, ils vont encore l'avoir une année. Il me semble qu'il en l'année prochaine. Là. Encore une, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il a encore une année. Mais leur moteur, il est pas si mal que ça. Parce que au Qatar, même à Vegas, même à Abu Dhabi, en ligne droite, Gasly s'est pas fait rattraper aussi facilement. Hein. Surtout on l'a vu la dernière course à Abu Dhabi. T'as un moteur qui marche pas, tu te fais rouler dessus. Donc je pense que le Renault, il n'est pas si mal que ça. Alors on sait qu'il a un déficit de puissance depuis quelques années, vu qu'il n'y a plus de jetons pour pouvoir l'améliorer. C'est pour ça que Renault tourne en boucle avec le moteur qui est un petit peu moins fort que les autres. C'est vrai. Mais quand tu vois le résultat d'Abu Dhabi, enfin que tu vois la vitesse de pointe par rapport à... Alors peut-être qu'ils ont déchargé un petit peu, mais c'est pas, je pense pas. Parce qu'ils étaient quand même assez bons dans les secteurs plus lents, donc je pense pas que ça vienne de là.
Quoi qu'il en soit, c'est une catastrophe parce que même s'ils finissent 6ème, bon, 65 points, hein, ils sont passés sur Aston Martin avec 30 points d'écart, même 29 points, parce qu'Aston Martin s'est effondré. Mais le début de saison est catastrophique. En plus, avec Ocon, ça va pas, Gasly Ocon, ça va pas. Je pense pas que ce soit Gasly Ocon, ça va pas. Je pense que c'est plutôt Ocon et Alpine, ça va pas. Ocon, qui certes a son tempérament, mais je n'ai pas trouvé son tempérament spécialement horrible sur la saison. Ça reste mon point de vue. Alors attention, on pourrait être totalement pas d'accord avec moi en me disant ouais, il a dit ci, il a dit ça. Ok. Mais je pense qu'Ocon, à partir du moment où vers la milieu de saison, tu sais qu'il va partir. Le mec, il a pas les améliorations. Bah non, il n'a pas les améliorations. On l'a vu dans les dernières courses, c'est Gasly qui les a. Gasly, d'un seul coup, devient beaucoup plus performant, sauf sous la pluie où Ocon est meilleur. Enfin, en tout cas, il était meilleur sur ce Grand Prix. Du coup, bravo à lui, il a quand même fait 18 points. Il peut rien faire, Ocon. Comment vous voulez ne pas démotiver un pilote? Comment voulez-vous qu'un pilote se batte sachant qu'il a pas la même monture que l'autre? Pour moi, c'est pas possible. Donc Ocon, on va prendre à monoplace égale, on va s'arrêter à peu près aux Pays-Bas, voilà. Ocon, à ce moment-là, il marque 4 fois des points. Gasly marque 5 fois des points. Sachant que Ocon finit donc 10ème, 10ème, 10ème et 9ème. Gasly finit 10ème, 9ème, 9ème, 10ème et 9ème. Entre les deux, il y a très peu d'écart. L'écart entre les deux est infime. Gasly est peut-être un peu plus performant en vitesse de pointe pure, par exemple en qualification. Par contre, Ocon en course gère bien aussi. Donc du coup, ça se rapproche les deux pilotes. Donc Ocon n'a pas été mauvais cette saison. Je refuse d'entendre ça. En revanche, c'est vrai que comme il n'a pas eu le bon matériel à la fin, il pouvait pas défendre grand-chose. En tout cas, au moins il sera chez As. Je pense que chez As, il y aura peut-être moins de problèmes. On verra. Et si chez As ça se passe pas bien, c'est ça normal en deux. C'est-à-dire que peu importe où il va aller, il fout le dawa, il s'entend avec personne, et ça peut pas marcher. Du coup, pour Alpine, je pense que l'année prochaine sera beaucoup mieux, parce qu'on voit que les améliorations quand même fonctionnent. On voit avec Gasly, ça se passe super bien. Ils sont quasiment régulièrement dans le top 10. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal, on part tellement de loin. On part de l'équipe la plus pourrie, même qui était encore un tout petit peu devant, dès le début de saison. Je pense que l'année prochaine, s'ils ont compris un peu le truc, top 5, top 6 fin du championnat, mais pas avec 65 points, avec peut-être une centaine, voire 200 points. Je pense qu'ils vont le faire. Par contre, ils ont Douane, qui du coup a remplacé Ocon. Alors Douane, c'est sa première course, peut-être sa dernière. Ça, on le sait toujours pas. Au moment où je vous parle, si ça se trouve, il sera directement remplacé par peut-être Colapinto, j'en sais rien. Je pense pas qu'Alpine fasse ce coup-là, mais bon, on sait jamais en F1. En tout cas, sa première course a été... Bon, il y a correct, c'est sa première course. Sans plus, il a pas monté à un rythme énorme, mais je rappelle qu'il est à hauteur d'Ocon, donc évidemment, il a pas les mêmes performances de base. En plus, je pense que lui, c'est un test grandeur nature, donc il se dit je casse pas la voiture, la monoplace, et voilà, on s'arrête là, quoi. Donc à voir l'année prochaine. Je pense que ça va être une saison correcte pour Alpine, mais je pense qu'on est toujours dans le plafond vert de la 5ème, 6ème place maximum. On passe, décidément, déjà à 33 minutes. Ouais, déjà 33 minutes. On va passer à As Ferrari. Alors là, As, je sais pas si c'est l'effet on se fait sponsoriser par Toyota, parce que bon, il y a un apport technique, mais Toyota ne compte pas rentrer en effort pour le moment. Donc il n'y a pas de moteur Toyota, il n'y a rien. Ça changera sûrement peut-être au bout d'un moment, parce que Toyota peut se dire, bon allez, finalement, ça peut commander un bon, finalement on se casse, mais peut-être qu'on va revenir en fait. Pour As Ferrari, c'était une saison plutôt pas mal en soi. Alors il y a eu pas mal d'accidents, avec Magnussen, Hülkenberg, etc. Mais, pour une fois, la As a été performante du début de saison jusqu'à la fin. Ça n'a pas été une demi-saison. Ils ont marqué des points assez régulièrement, que ce soit Magnussen ou Hülkenberg sur la saison. Hülkenberg a été très très bon, mais Magnussen pour moi celui qui a le plus step up à partir de la mi-saison. Je pense qu'il a réussi à trouver un réglage où la voiture s'est mieux adaptée à son pilotage, et même si c'est pas valorisé en termes de points totalement, parce que Hülkenberg quand même marque 41 points, alors que Magnussen en a 16. Je pense quand même que Magnussen, même s'il savait qu'il allait partir, a joué jusqu'au bout le jeu et a quand même tout donné. Il aurait pu marquer pas mal de points à Abu Dhabi, mais bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, la As, je sens que, avec Komatsu en directeur,
Une paire de pilotes, donc ça sera Ocon l'année prochaine. Et il y aura qui? Il y aura Berman. Pourquoi pas? Ça peut être une saison sympa pour As. Après, je sais pas s'ils sauront faire évoluer l'As bien ou pas. Bon, ils ont réussi à la faire évoluer cette saison, parce que la fin de saison, ils étaient quand même vraiment performants. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire pour l'année prochaine? Je sais pas, sachant que, comme je le rappelle tout le temps, c'est une année de transition, il faudra penser à 2026. Je pense pas que As a les moyens techniques de pouvoir gérer 2 saisons en même temps, c'est-à-dire la saison full, puis en même temps faire le développement pour la saison 2026. Donc je sais pas, ça va dépendre vraiment de leur direction. Elle a misé 2024, 2025 ou 2026, donc je sais pas ce que ça va donner honnêtement. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a l'air stabilisée, ça a l'air de plutôt bien se passer, ça s'est beaucoup assaini depuis que j'ai oublié le nom d'allemand là qui est parti. Gunther Steiner, je crois qu'il n'aime pas allemand d'ailleurs, mais Gunther Steiner depuis qu'il est parti. Bon, certes, il y a Grosjean qui est parti, enfin, c'est quand même plus sain. Je trouve l'équipe beaucoup plus saine, on a Mazepin qui est plus là non plus, enfin bref. À voir, mais en tout cas, ça a été une saison très correcte pour As Ferrari. Alors, je pense qu'honnêtement, il mérite plus que Alpine de finir 6ème. Parce que là, il finit 7ème. Parce que Alpine, c'est. Enfin, ok, ils ont tout repris, ils ont pris 35 points d'un coup à Sao Paulo, mais si on prend sur la saison, As a été meilleur. As méritait de finir 6ème. On passe à l'équipe dont personne se souvient de leur nom, Racing Bulls, RBPT, Honda, Red Bull, Visa Card, Mastercard, Dromacard. Alors c'était un peu pareil que As, c'est-à-dire qu'ils avaient une voiture des fois pour jouer le top 10, pour marquer des points assez régulièrement. On a senti Tsunoda très très bon au début de saison. Il a voulu se payer le Ricciardo, et il y a réussi, honnêtement, parce que Ricciardo il a fallu attendre Miami pour marquer des points, alors qu'en attendant, Tsunoda, lui, scorait déjà à partir d'Australie. Il score au Japon aussi, c'était une course magnifique d'ailleurs de Tsunoda au Japon. Puis il 7 points à Miami aussi, alors que Ricciardo marquait les points en course au sprint, si j'ai pas de bêtises. Puis encore des points en Emilie-Romagne, puis Monaco. Et Tsunoda, malheureusement... Comment expliquer ça? Je pense que sa monoplace n'a pas assez évolué en cours de saison, ce qui fait qu'elle a toujours navigué dans ces eaux-là. Donc des fois, ils s'en sortaient pas trop mal, ils ont remarqué des points après. Et le problème de Tsunoda, c'est que j'ai l'impression que c'est un pilote qui est voué à ne jamais step up en fait. Tant qu'il sera dans le giron Red Bull, le peu qui va rester, parce qu'il a juste l'appui de Honda, hein, c'est pour ça qu'il est là. Pour te le dire, je pense que Red Bull, ça fait longtemps qu'il aurait jarté de la petite équipe B. Je pense que c'est un pilote qui devrait mériter d'avoir sa chance. Quand Perez s'est effondré, il aurait mérité d'avoir sa chance. Tu tentes, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Qu'est-ce que t'as à perdre? Au pire, t'as Honda et tous les sponsors japonais à la place des Mexicains. Qu'est-ce que ça va changer? Ça aurait pu être une tentative. Après, je pense que Tsunoda n'a pas le niveau de Verstappen, dans tous les cas. Non, Tsunoda n'a pas le niveau de Verstappen, c'est certain même. Mais il aurait pu avoir ses chances. Il s'est défendu avec ce qu'il avait, il a quand même marqué 30 points, bon, c'est pas énorme. Je sais même pas combien de points il a marqué en 2023, d'ailleurs, on va faire une comparaison. Il a marqué 17. Il a fait quasiment le double de ses points en 2024. Ça veut dire que la voiture marchait quand même beaucoup mieux. Et du coup, on va parler de Ricciardo. Ricciardo qui finalement est mis à la porte une énième fois. Ricciardo, je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, c'était un très bon pilote avant Red Bull. Enfin, jusqu'à Red Bull. Mais dès qu'il a changé d'équipe, la McLaren, il s'est jamais adapté. La Renault, il s'est pas adapté. La Red Bull, la Racing Bull, il s'est pas adapté. Si tu veux être un bon pilote, faut t'adapter à tout. Il n'y a pas de secret. Tu peux certes avoir des réglages qui te conviennent plus ou moins, etc. Mais le pilote doit s'adapter. Et il y a des pilotes qui savent s'adapter, d'autres qui ne savent pas. Et Ricciardo fait partie de ces pilotes qui n'arrivent pas à s'adapter. Et il y a une nonchalance un peu à l'Astrol aussi, qui fait que, non, ça marche plus Ricciardo. Et c'est pour ça qu'il n'est plus là maintenant, on en parle. Ça fait depuis 6 Grands Prix qu'il est plus là, 7 Grands Prix. Il a eu sa chance, son retour. 1, 2, 3 équipes. Non. Non. Ricciardo, je dis pas bon débarras, parce que c'est pas un mauvais book. J'aime bien Ricciardo, il a toujours été sympathique, enfin, en tout cas, à la télé, enfin voilà, c'était quand même quelqu'un d'assez agréable. Mais il n'apporte plus rien. Ricciardo n'apporte plus rien. Donc il fallait qu'il laisse sa place. Ils ont enfin mis quelqu'un d'autre à sa place, Liam Lawson. Et c'est parfait.
On va parler du coup de Liam Lawson. Alors Liam Lawson, prodige ou pas, je ne serais incapable de vous le dire. Il marque 4 points, donc 2 fois dans les points en finissant 2 fois 9ème. C'est pas mal. Il est au niveau de Tsunoda, pour l'instant. On peut pas dire mieux, hein. Il est au niveau de Tsunoda. Des fois il était un peu en dessous, des fois il était au-dessus, en qualif, en course. Donc je peux pas vous dire ce qu'il va progresser ou pas. Il va progresser, c'est une évidence, parce qu'il va avoir une saison complète. Ça va l'aider. Mais je vois pas une étoile dans Lawson. Je peux te tromper dans le futur, vous allez dire ouais, à l'époque tu disais que c'était nul, alors que maintenant il est quadruple champion du monde, il a dépassé Alain Prost, enfin bref. Ça se trouve, je me trompe complètement. Mais je prends le pari que pour moi, Lawson, ça sera un bon pilote, un bon P2, mieux que Perez s'il va chez Red Bull, mais il sera pas premier quoi, enfin il sera pas... Ce sera un Bottas, ça sera un Sainz, ça sera un truc, mais ça sera pas plus. Mais, j'espère me tromper. Parce que si quelqu'un, un jour, va chez Red Bull et démonte Verstappen, bah alors là, je vous laisse imaginer le niveau du mec. Donc voilà. Pas grand chose à dire de plus, je lui souhaite une bonne saison 2025. En tout cas, le remplacement a été plutôt correct, voilà, 4 points. Il aurait presque pu faire mieux s'il n'y a pas eu des problèmes avec la voiture, mais pas mal pour un début de saison, enfin pour une fin de saison du coup, mais pas mal pour un retour en F1. On va passer chez Williams, avant dernière équipe. Alors Williams, c'est une grosse déception, honnêtement, parce que c'est une année qui a été mise à la poubelle. Mais quand je dis à la poubelle, c'est au sens propre ou au figuré finalement, parce que le nombre de bagnoles qu'ils ont mis à la poubelle dans la saison, c'est assez énorme. Ben en fait, Williams s'est saboté au bout de la 3ème course. Voilà, Williams, la saison de Williams est sabotée dès la 3ème course. Pourquoi? La Williams c'est une année avec énormément de poids. Le point en F1, c'est que c'est le premier marqueur. T'es trop lourd, t'auras beau le meilleur aéro, le meilleur moteur, c'est fini. T'oublies, hein, t'as déjà tes 5 dixièmes, une seconde de perdu. C'est mort, n'y compte même pas. Williams, début de saison, ils sont un peu dans la lignée de fin de saison 2023, c'est-à-dire une voiture qui peut taper des top 10 des fois. Ils sont pas loin, voilà, top 10, 11, 12, 13, ça peut le faire. J'ai senti Albon assez près, mais malheureusement, l'accident d'Albon en Australie, le fait qu'ils aient conservé longtemps Sargent qui n'évolue pas, on sentait que les Williams c'est très très complexe à conduire. Comme la Mercedes, vous savez j'en ai pas trop parlé, mais la Mercedes c'est très compliqué à conduire aussi, on l'a vu surtout aux USA, où Hamilton qui part à la faute, on comprend pas pourquoi, Russell qui se plante. La Mercedes a été super dur à conduire, et bizarrement les Williams c'était pareil. Ils sont censés améliorer la Williams au fur et à mesure en grattant sur le poids. C'est ce qu'ils vont réussir à faire. Vraiment, ils ont réussi à le faire. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à un moment, Albon recollait en termes de performance et retapait le top 10. Le problème, c'est que derrière, t'as Sargent qui casse toujours autant de bagnoles. Albon qui en casse aussi pas mal, plus que l'année d'avant, malheureusement. Ce qui fait qu'ils ont plus d'argent. Les améliorations, quand ils les ont, elles durent une séance ou deux, voire pas plus, parce que finalement ils pètent la bagnole juste après. Voilà. À partir de l'Australie, c'est fini, c'est une boucle sans fin. On pète une bagnole. On doit la réparer. On n'a pas assez d'argent du coup pour faire de grosses améliorations parce qu'on doit réparer. On est du coup pas forcément toujours aussi bon, la voiture est toujours difficile à conduire, donc on refait des erreurs. On enchaîne encore des erreurs, du coup on a moins d'argent, du coup on peut plus avoir les mises à jour, du coup on n'a plus les mises à jour, on revient sur les anciennes pièces, donc on reperdait dans le classement, on est obligé de surconduire et on est obligé encore de faire des erreurs. C'est la boucle sans fin, c'est ce qui s'est passé pour Williams. Heureusement, ils ont changé leur pilote aussi. Sargent, bye, merci, au revoir, c'est cool, ciao, comme Latifi. Ils ont pris Colapinto, alors quand j'ai entendu le nom Colapinto, j'ai fait... Alors moi, honnêtement, je suis pas très calé dans tout ce qui est série promotion. Du coup, j'ai vu Colapinto, j'ai fait... T'es qui? T'es qui? Et j'attendais au tournant, je me suis dit, de toute façon, Sargent, ça va pas être compliqué à dépasser, mais on va voir quand même. Imaginons qu'il ait autant de mal que Sargent, ça veut vraiment dire que le Williams, c'est super dur à piloter. 2 grands prix après, 4 points. Voilà. Donc, non. Bon, alors ça, c'est l'Italie. Ok, omettons. C'est l'Italie, c'est un circuit facile. De Vries avait réussi pour une seule course chez Williams et il a marqué des points. Ok, on oublie. On passe au Singapour. Course, nickel, pas de points à la fin, mais belle course de Colapinto. USA, il marque un point. Autre chose à rajouter, les gars, ou comment ça se passe? En 4 courses, il a
il a éliminé Sargent, mais Sargent n'existe même plus. Il n'a jamais existé. Alors du coup, la hype, elle est vachement montée pour lui, trop vite à mon goût, et effectivement, on arrive au moment où il y a Sao Paulo, ils ont pété toutes les bagnoles, et là, autant Albon est fautif, hein, Colapinto aussi. À partir de ce moment-là, c'était fini. Williams s'est décimé, et Williams ne marquera plus de points dans toute cette période. À Abu Dhabi, il a failli à un moment naviguer à la 10ème place, marquer le point, mais ses pneus se sont effondrés à Abu Dhabi. Et franchement, il restait 5 tours, potentiellement, il marquait les points à la 10ème place, mais ça n'aura rien changé au championnat constructeur. Williams qui marque 17 points en 2024, ce qui est moins que 2023. C'est moins que 2023. Ils avaient marqué 28 points en 2023, et ils finissaient à la 7ème place. Là, ils finissent 9ème, donc ils perdent 2 positions. Et ils ont que 17 points. Alors il y a une petite éclaircie à Azerbaïdjan, il manque 10 points, effectivement. Mais c'est vraiment une petite éclaircie comme ça. Et je pense que Albon n'a pas été assez incisif. Et on peut comprendre pourquoi il n'a pas été incisif. Ce que je reprocherai à Albon depuis toujours, pour le moment, c'est que c'est un pilote qui est très mou. Tous les départs, il perd des positions. Toutes les phases dans la course, il n'est pas incisif. On a l'impression qu'il a peur de se planter. Mais je peux comprendre aussi, parce que il sait très bien que s'il crache à nouveau la bagnole, mais l'équipe ne pourra jamais la réparer. Donc, c'est difficile de savoir si c'est le pilote qui est trop tendre, ou si on est obligé d'être tendre pour éviter de ruiner le matériel. Et malheureusement, ça a pourri la saison de Albon, qui a jamais été incisif. Je l'ai vu à Abu Dhabi, je me suis dit, mais il peut se passer un milliard de trucs. Il y a eu... je crois que c'est Leclerc qui gagne 11 places. On a Hamilton qui en a gagné 3, 4, 5, 6 d'un coup. Il y a eu les 2 accidents avec les Bottas, etc. Je regardais la position d'Albon. Il s'est passé tout autour de lui. Il y a eu 10 morts, 50 blessés. J'exagère. La position, plus 1. Mec Et à chaque fois c'est pareil. C'était pareil au Qatar. Au Qatar, à chaque fois, toujours les mauvaises positions en piste. Les mauvais endroits. Il perd toujours des positions parce que devant sa pile, et du coup les mecs sur le côté le passent. Je vous dis, hein, regardez les départs d'Albon, de Bahreïn jusqu'à Abu Dhabi, vous allez pleurer. Vous allez dire, mais attendez, mais c'est comme Norris, c'est-à-dire Norris dès qu'il part en pole, il gagne pas. Non mais c'est ça. Mais sauf que là, c'est pas une place de perdu ou deux. À chaque fois, Albon ne gagne rien, il va perdre 4 ou 5. Ça fait penser à Weber en 2003, d'ailleurs, 2004. Donc, Williams a perdu énormément de chances de marquer des points, mais je pense que de toute façon, Williams, à partir du moment où vous avez plus d'argent pour, c'était mort. Ils auraient jamais pu faire mieux. Peut-être aller le top 8, en laissant peut-être prendre moins de place, mais non, pas vraiment plus. Donc voilà pour Williams. Alors Williams, je sais pas ce qu'ils vont faire pour 2025, comme toutes les autres équipes. Est-ce qu'ils vont tout lâcher en disant allez go? Est-ce que Hall va se dire, bon, l'année prochaine on s'en fout, 2026? On sait pas. On passe à la dernière équipe, Kick Sauber, Ferrari. Le fantôme hein, de cette saison. Alors début de saison, je me suis dit bon ok, ils ont une voiture qui est pas folle, mais potentiellement ils vont évoluer. Donc on a vu les Sauber recoller un petit peu, enfin les Alfa Romeo recoller un petit peu selon les courses pour marquer des points. Bah là non, ça a été un vide, un néant complet, que ce soit Joe ou que ce soit Bottas. Bottas était souvent devant Joe. Joe a été encore plus inexistant et je trouve ça un peu mal payé le fait que ce soit Joe qui ait les points à la place de Bottas. Bottas méritait plus de marquer de points que Joe cette saison, vraiment. Pour moi, Joe ça a été le pilote le plus transparent. Du coup, bah, pour ce qui est de Kick Sauber, bah, on voit qu'à la fin ils ont un petit peu amélioré. Les 2 dernières courses, ils ont été pas trop mal. 4 points du coup pour Sauber au Grand Prix du Qatar. Pas au Grand Prix d'Abu Dhabi, mais par contre, ils étaient encore plus rapides en Abu Dhabi. Hein. Les 2 voitures étaient dans le top 10. Ils auraient pu marquer des points. Malheureusement, il y a eu des accrochages qui fait que non. Alors, est-ce que je vais regretter Bottas? Non. Non. Il est très sympathique. Mais c'est bon, c'est fini. Il a eu sa période de gloire. Il s'en est servi, il a gagné des victoires, mais il a pas... Enfin voilà, c'est tout, c'est un P2, quoi. Joe, certes, il a jamais eu une bonne voiture. Donc, je peux moins lui reprocher à la limite, mais il a rien montré extraordinaire non plus, donc bah tant pis, au revoir. Alors c'est dommage parce que ça fait un pilote chinois qui a apporté des trucs, alors peut-être qu'il sera encore l'année prochaine, on sait pas, hein, on sait pas. Mais voilà, c'est pas de pilotes que je vais regretter, je vais pas les regretter parce qu'ils sont mauvais spécialement, je vais les regretter parce que bah... Je vais pas les regretter parce que bah ils apportent rien de plus, tout simplement.
Donc il y a beaucoup de pilotes comme ça qui n'ont rien à faire dans le top 24, quoi. Enfin, top 24 parce qu'il y a marqué 24 pilotes, mais top 20. Donc voilà. Alors du coup, pour finir, pour clore ce bilan de l'année 2024, ça a été une saison incroyable, vraiment. Qu'est-ce qui a ruiné la saison 2024? Vous êtes beaucoup à l'avoir dit, soit le Discord ou même dans les commentaires, voilà. C'est la FIA. Oui, la FIA a ruiné la saison. Pourquoi? Parce que tu peux pas t'amuser à donner une pénalité pour un truc dans un Grand Prix, puis le deuxième ça marche pas, puis après c'est lui il en a une, l'autre il en a pas. Stop! Stop, stop, stop. Soyez intransigeants, soyez cons s'il faut, mais au moins que ce soit régulier. Au moins que ce soit régulier. On l'a vu à Austin, entre, je crois que c'était Norris, Verstappen, il y a rien, puis après de l'autre côté il y a quelque chose. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon les gars, quoi. Stop. Russell au Qatar. Tous les pilotes arrière fond derrière, l'autre il est pas forcément sur la ligne, mais c'est le tour de préparation, c'est même pas le tour lancé. Verstappen prend une pénalité. Au secours! Au secours! L'histoire des gros mots pendant la F1, pendant les interviews, etc. Enfin, l'interview pendant avec les filles et tout. Ah, c'est bon, arrêtez, quoi. Oh là là, mon dieu. Au pire, vous mettez un bip, puis terminé. C'est très facile, hein. Vous interviewez les gens, vous mettez 2 secondes de délai, t'as un truc automatique dès qu'il va entendre le mot bip, il le fait à la place, puis personne n'a entendu, on a compris qu'il a dit une saleté, mais... S'il vous plaît, quoi. La F1, c'est un monde adulte à la base, hein. On sait pas... Je sais que les enfants, des enfants de 4 ans qui regardent la F1, mais ça n'empêche pas que ça reste un monde adulte, donc au bout d'un moment, ils sont entre adultes. Oui, les pilotes sont dans leur jus, oui, les pilotes ne sont pas toujours corporate, mais au bout d'un moment, c'est ça la F1. Donc c'est bon, arrêtez, quoi. Donc voilà, la FIA pour moi a tué cette saison. Pas forcément sur le plan des résultats, parce que on n'a pas eu besoin de ça. Mais voilà, par contre c'était une saison incroyable en termes de lutte à partir de la mi-saison, enfin deuxième tiers de saison, voilà. Ou premier quart, après le premier quart de saison, ça a été incroyable. J'espère que la saison prochaine sera comme ça, mais si ça commence dès le début, ça va être vraiment trop passionnant les gars, je vous le dis, hein. Si on n'a aucun pilote qui domine, parce que Verstappen il a été long point d'avance, que finalement c'était difficile à rattraper, même s'il gagnait plus. Si ça part comme ça, dès Bahreïn jusqu'à la dernière course l'année prochaine, on va s'éclater, et j'espère vraiment que ça va être le cas, parce que 2026, je rappelle, c'est une nouvelle saison. Qui dit nouveau championnat, au niveau règlement technique, dit, vous le savez comme d'habitude, une nouvelle domination. Je donne 10 balles à celui qui me contredit. À chaque fois qu'il y a eu un changement de réglementation, ça a été une domination. On a 2009, c'est les Browns. On a 2010, après c'est toutes les Red Bull. On a 2014 chez Mercedes. On a 2022, c'est Red Bull. On a 98, changement de machin, c'est McLaren. On a 93, le truc 94, bon ça c'est un petit peu différent, mais c'est Benetton. Ça a été rapide, mais bon, ça a été décédé. Bon. Plein d'exemples qui montrent que chaque changement de réglementation drastique entraîne une année de merde, parce que c'est une année de domination. Donc profitez bien de 2025, dites-vous que ça sera peut-être la dernière année où ça va être super bien, ou pas, mais en tout cas c'est potentiellement la meilleure année. Et 2026, advienne qui pourra. J'espère me tromper, vraiment, mais voilà, je pense que 2025 va être une belle année. Je vais me tromper pour 2026. Voilà. Bon, je vais pas rester... Non, c'est quasiment 1 heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'un petit peu d'argumenter ce que je dis avec des photos, mais ça va prendre un temps monstrueux. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. De l'année dernière, j'avais fait quelques interviews. N'importe quoi. J'avais fait quelques vidéos débriefs des Grands Prix. Je les fais plus parce que je me suis rendu compte que ça intéressait pas grand monde. Donc je me suis dit, je vais faire juste l'année, comme ça on n'en parle plus. Bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine. Ciao tout le monde!